longtemps, parce que vos yeux ne verraient rien, paire de jumelles, pas grand-chose, petit télescope, une simple étoile. Vous voyez des petits traits, des petits patatoïdes, des petites choses. Et chacune de ces petites choses, c'est une galaxie. Et chacune de ces galaxies contient entre 100 et 1000 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et chacune est vue dans le passé. Certaines sont à quelques centaines de millions d'années-lumière, d'autres à quelques milliards, etc. Voici ce qu'on voit. Alors la question qui est posée, c'est quelle est la géographie de l'univers? Comment se répartit la matière? Et quelle en est son histoire? Donc quelle est la géographie? Comment la matière se répartit-elle? Et quelle est son histoire? Est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, le problème de l'origine, il s'est posé depuis bien longtemps, les philosophes grecs l'ont posé, et vous avez toujours eu deux écoles, deux approches du problème. Les uns vous disent, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, le monde n'est qu'une transformation incessante. L'aptitude où on transforme les choses. C'est ce que dit Démocrite, ce qu'on dit avant, le monde se transforme. D'autres disent non, on crée quelque chose. Et les premiers répondent aux seconds, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Donc vous avez le débat. On ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, mais si tout se transforme, est-ce qu'il y a un début de la transformation? On sommes à ce point-là. Alors, là, c'est vous-même, si vous me dites, quelle est mon origine? Si je parle de votre origine, je traiterai de la fin d'une histoire, et non pas du début d'une histoire. Vous-même, vous êtes l'aboutissement d'une histoire d'amour entre vos parents. Donc je raconterai l'histoire d'amour de vos parents, qui donne comme résultat vous-même. Vous n'avez pas été créé à partir de rien. En ce qui concerne l'univers, nous essayons d'avoir son histoire. Comment on a tout ça? Alors regardez, la suivante, je rends au passage hommage à 4 personnes, qui s'appellent Albert Einstein, Edwin Hubble, Georges Lemaître et Gamow. Einstein, c'est 1915. Hubble, c'est 1930. Lemaître, c'est 1930-35. Et Gamow, c'est 1945 à 49. Que fait Einstein? Einstein constate que puisque la lumière se déplace à vitesse finie, il n'y a pas simultanéité quand on regarde de loin, on voit en même temps dans le passé, et que la théorie qui décrit la théorie de la gravitation, qui décrit l'évolution des objets, c'est la relativité générale qui dépasse donc celle qui avait été faite par Newton auparavant. Autrement dit, Einstein nous fournit une théorie pour expliquer l'infiniment grand. Que fait Hubble? Hubble observe des galaxies, au mont Wilson, les années 27, 29, 30, etc. Et Hubble constate que plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne de nous rapidement. Autrement dit, il y a une espèce d'expansion de l'univers. Ce n'est pas une théorie, c'est une observation. Et cette expansion, elle n'a pas lieu à partir d'un point. On n'est pas au centre de l'expansion. Tout s'éloigne de tout. Tous les objets s'éloignent les uns des autres. D'accord? Que fait Georges Lemaître? Georges Lemaître est un Belge qui lui dit, alors, si tout s'éloigne de tout, si je remonte le film en arrière, eh bien, il y a dû avoir un moment où tout était rassemblé sous, non pas un point, mais sous un volume infiniment petit. Et donc derrière, on surgit des idées d'atomes primitifs, de création, de que sais-je. Autrement dit, au début, c'est très condensé, c'est très ramassé, c'est très chaud, c'est très dense. Et que fait Gamow? Et je vais présenter ici Souriant, parce que là aussi, je trouve que les scientifiques qui se prennent au sérieux le sont rarement, et ceux qui ont un bon sens de l'humour, souvent sont meilleurs. C'était Démocrite, c'est le cas de Gamow. Gamow, en 1945, il se dit, voyons, si je ramasse tous de manière très condensée, eh bien, vous savez que dans la nature, il y a de la matière et du rayonnement. Si vous allez en maillot de bain l'été sur la plage, vous restez en maillot de bain immobile, vous avez un coup de soleil. Donc le rayonnement et la matière interagissent. Mais la lumière du soleil, c'est pas grand-chose. C'est quelques milliers de degrés. Et sur Terre, il y en a un petit peu moins. Mais les températures dont on parle, si je remonte le film en arrière, eh bien, il s'agit là de milliards de degrés. Autrement dit, le rayonnement est tellement puissant et tellement fort que la matière ne peut pas exister. Donc nous sommes à un moment où c'est très chaud, très dense, il n'y a que du rayonnement, pas de la matière. Ce que dit Gamow. Alors comme il y a de l'humour, il écrit un article avec Albert et Bethe. Albert est un de ses étudiants qui a même pas lu le papier, et Bethe était un Allemand qui a travaillé sur les réactions thermonucléaires. Et pourquoi il a écrit ça? Il a écrit l'article Albert, Bethe et Gamow, parce que la première lettre de chaque auteur, ça fait alpha, bêta, gamma. C'était l'alpha, bêta, gamma du monde. Son papier était une plaisanterie. Et c'est à lui qui a dû avoir le prix Nobel. C'est lui qui a compris qu'au début, c'était des choses qui allaient changer. Alors Gamow écrit ça, de manière plaisante, une plaisanterie, 1900, je ne sais plus, 47, 48, etc. Très bien. Ça n'a pas un écho extraordinaire. Si, enfin, il y en a qui en ont parlé, mais c'était pas tous les jours. Et puis un petit peu plus tard, en 1963, deux ingénieurs radioélectriciens,
deux étudiants sérieux, ils rigolaient pas, hein, et ils ont un stage à la Bell Telephone Company. Et la Bell Telephone Company leur demande de construire une antenne de réception. Ils construisent une antenne qui a une forme de cornet. Et ils étudient donc un émetteur, un récepteur, ce que ça donne. Parasite. Ah, ça c'est l'armée qui avec la communication, parasite mon système, il dit aux militaires, arrêtez donc cette communication. Les militaires arrêtent, parasite. Alors, c'est la station de radio, arrêtez-moi cette station de radio. Ils arrêtent, parasite. Ah, c'est les pigeons. Les pigeons venaient là, ils faisaient leurs besoins. Hein. Donc ils nettoient les fientes de pigeons. Comme je dis à mes étudiants, il est nul son métier, c'est en nettoyant les trucs de pigeons qu'on va avoir le Nobel. Hein. Donc ils nettoient le truc de pigeons. Parasite. Alors ils écrivent un article d'une page, c'est pas long. Et dans cette d'une page, ils disent, on a un parasitage à l'antenne, on ne sait pas d'où ça vient. Ils écrivent une phrase en disant, peut-être que c'est le rayonnement dont a parlé Gamow il y a 20 ans. Résultat, prix Nobel. Ils avaient trouvé le rayonnement fossile, c'est-à-dire le reste de ce rayonnement primitif. Et l'image, c'est imaginer que dans cette pièce aujourd'hui, quelqu'un rentre en courant avec une fiole de gaz à 3000 degrés, il jette la fiole. Donc ça va se répandre dans la pièce. Vous avez un thermomètre, vous mesurez la température tout de suite, 3000 degrés. Une seconde après, 2005, et puis 2009, disons, une minute après, 2003, et puis une heure après, 500 degrés, et puis une semaine après, pratiquement rien, 20 degrés plus epsilon. C'est exactement ça, de ce rayonnement qui était à des milliards de degrés il y a plus de 13 milliards d'années, il en reste un rayonnement fossile à une température de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, 2,7 Kelvin. Et nous sommes entourés par ce rayonnement. Nous sommes baignés dedans. Alors souvent les gens se demandent, mais attendez, je ne comprends pas, la lumière, elle a mis tout ce temps-là, elle nous arrive aujourd'hui, non. Tout corps, quel qu'il soit, émet un rayonnement. Vous-même, vous êtes aujourd'hui, j'imagine, chacun d'entre vous à 37 degrés. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas à 40, sinon vite, on appelle le SAMU. Bon, vous émettez un rayonnement. Si j'éteins la lumière ici, la température de votre corps va émettre un rayonnement qu'on va détecter dans l'infrarouge. Donc si je mets une caméra visible dans la lumière, on ne voit plus rien. Mais si je mets une caméra infrarouge, on vous verra. En infrarouge. Bon, mais eh bien, ce rayonnement, on le voit en millimétrique, puisqu'il a une température de 2,7 Kelvin. Donc on s'est dit, ce rayonnement c'est fantastique. Peut-être que c'est une trace du début. Ce qu'on a dit au début. Est-ce que ce rayonnement peut nous apporter des informations? Donc vous voyez, la piste de recherche, si je veux l'histoire de l'univers, je vais essayer de remonter à ce rayonnement extrêmement primitif, ce que le plus vieux ce qu'on a pour l'instant. Et si je veux sa géographie, je vais regarder les objets dans tous les sens. Alors faisons ça et voyons ce que ça donne. Alors quand on fait ça, je remonte le film en envers. Premier point, on a un début, donc c'est rabassé. Alors première chose très importante, rien ne dit que le Big Bang. Alors Big Bang, c'est un mot qui n'est pas Fred Hoyle, c'était une dérision. C'est-à-dire qu'en gros, comment dirais-je, certains ne voulaient pas croire à ça, certains critiquaient le Big Bang, d'ailleurs ils le critiquent encore aujourd'hui, et donc n'admettant pas cela, ils m'appelaient Big Bang comme une dérision, le mot est resté. Moi je préfère parler français, je l'appelle Grand Boom. Hein. Et donc ceci, c'est pas le début. Autrement dit, nous astronomes, on est capable de vous raconter ce qui s'est passé depuis un peu plus de 13 milliards d'années, mais ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années, on le dit, mais avant, si avant a un sens, ce qui est un autre problème, nous n'avons pas d'informations. Mais rien ne dit que c'est le début. On n'a pas créé quelque chose à partir de rien. Il n'y avait pas un vide, et puis quelqu'un dit, tiens, j'ai une petite semaine devant moi, je suis libre si je crée l'univers. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Simplement, nous reconstituons l'histoire du mieux qu'on peut. Je vais jamais tenir sur cet espoir jusqu'au bout. Enfin, donc, je répète, c'est pas le début. Vous savez savoir le nombre de bêtises qui sont dites à ce sujet. J'ai des personnes, parce que j'en vexerai certains, y compris chez les jumeaux. Et donc, vous avez ici un tableau d'Escher, hein, voici un tableau d'Escher qui est une structure métallique infinie. Eh bien, imaginez que cette structure métallique, vous la chauffiez, elle va se dilater. Et pour moi, c'est la meilleure représentation de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que chaque maille va s'éloigner de tous les autres, mais il n'y a pas de centre. L'univers ne se dilate pas par rapport à nous. Tout s'éloigne de tout. C'est ça l'expansion de l'univers. Alors, continuons, je vois sa géographie. Alors je regarde la matte Coma, la matte à Vierge, la matte du Centaure, la matte Persée, etc., dans tous les sens. Et je constate, aux surprises, que la matière n'est pas répartie de manière homogène. La matière n'est pas
C'est pas le même nombre d'étoiles, de galaxies partout. Il y a, comment dirais-je, une certaine hétérogénéité. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que la matière est répartie sous forme de filaments. Vous ne me demandez pas pourquoi. C'est une observation, tout en fait. Matière dans l'espace. Et chaque point que j'ai ici, c'est une galaxie. C'est pas une étoile, c'est une galaxie. Ce sont des filaments. Ce qui fait que si je me dis, mais à quoi ressemble l'univers? Si je sortais de l'univers, à quoi il ressemblerait? Parce que je dis, c'est idiot. On ne peut pas sortir de l'univers, parce que l'univers, c'est tout. Ben, imaginons par la pensée que je sorte de l'univers. À quoi ressemblerait-il? Eh bien, il ressemblerait à quelque chose comme ça, une espèce d'immense éponge. Une éponge, c'est quelque chose qui est maintenant topologiquement intéressant, c'est-à-dire qu'on peut rentrer d'un côté et ressortir de l'autre en passant que par les pleins, ou on peut rentrer d'un côté et ressortir de l'autre en ne passant que par les vides. Vous voyez, c'est un univers très étonnant. Donc cet univers, qu'il y a 13 milliards d'années, était une espèce de rayonnement sans matière,